Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui tournera autour de l'agriculture et qui nous permet de recevoir Florence Pinton. Florence Pinton, bonjour. Bonjour. Nous, c'est-à-dire David Jayes, essayiste et enseignant à Sciences Po, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Le Temps. Parlons donc de l'agriculture et sachons d'abord qu'avec plus de la moitié de son territoire couvert par des activités agricoles et une production représentant 18% du total européen, la France est le premier pays agricole de l'Union européenne. Alors qu'on compte aujourd'hui environ 400 000 exploitations en France, leur nombre ne cesse de décroître à un rythme de 2% par an, tandis que leur surface s'étend davantage. 10% des plus grandes exploitations représentent 45% de la production nationale. La part de l'emploi agricole a fortement diminué en 40 ans, passant de 7% en 82 à 1,5% aujourd'hui. Cette baisse du nombre d'agriculteurs s'accompagne d'un vieillissement de la profession, dont un tiers des représentants a plus de 60 ans ou atteindra cet âge d'ici 5 ans. La jeune génération représente une faible proportion, avec seulement 1% des agriculteurs âgés de moins de 25 ans, ce qui est imputable en partie à l'allongement des études. Un agriculteur sur 2 est aujourd'hui titulaire du baccalauréat et plus de 25% sont diplômés de l'enseignement supérieur. Confrontés au défi de nourrir 9,7 milliards d'humains à l'horizon 2050, tout en prenant en compte les questions environnementales, le secteur agricole dans le monde connaît des évolutions importantes. L'agriculture biologique se développe en France et représente désormais 8,5% de la surface agricole. La nécessité d'investir pour la mise aux normes des outils de production et l'achat d'instruments plus performants, associés à une augmentation du coût de la terre, a conduit à une augmentation du taux d'endettement des agriculteurs qui est passé de 35% en moyenne en 1990 à 43% en 2015. Cet endettement a accéléré la financiarisation de l'agriculture avec des fonds d'investissement et des groupes industriels agroalimentaires effectuant des placements dans le foncier agricole, considéré comme un actif sûr, ou entrant dans le capital d'exploitation importante. Si les corporate farms, détenus uniquement par des actionnaires, représentent encore une portion infime des exploitations en France, de plus en plus de fermes sortent du modèle familial pour adopter un mode de fonctionnement s'apparentant à celui des firmes industrielles. Au-delà de ces entreprises agricoles, la situation économique des agriculteurs demeure préoccupante avec près d'un ménage agricole sur 5 vivant sous le seuil de pauvreté. Pour répondre à ce problème, le Parlement a adopté en octobre 2021 la loi Egalim 2 visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Elle prévoit, entre autres, une sanctuarisation du prix des matières premières au profit des agriculteurs et instaure une clause de révision automatique des prix dans les négociations entre producteurs et acheteurs. Florence Pinton, vous êtes enseignante et chercheuse en sociologie rurale. Vous avez été formée dans le laboratoire fameux chez les sociologues d'Henri Mindras à Nanterre, et vous êtes aussi spécialisé en sociologie de l'environnement. Vous vous intéressez aux conditions d'accès aux ressources naturelles et à leur mode de valorisation. Vous vous intéressez aux politiques de conservation de la biodiversité et à la diffusion de l'agroécologie dans les systèmes agricoles au nord comme au sud. Vous avez travaillé en France, singulièrement en Bourgogne, mais aussi au Brésil. L'un de vos centres d'intérêt est la transition écologique et les systèmes agricoles alternatifs. Mais avant d'évoquer ces systèmes, qu'est-ce que nous pouvons dire ou qu'est-ce que nous devons savoir de ce qu'est en France l'agriculture qui a l'image la plus prégnante dans la population, c'est-à-dire l'agriculture familiale? Florence Pinton. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Vous avez cadré un petit peu, donné un panorama général de la situation, en tout cas de l'agriculture en France. Alors, je pense qu'effectivement, il est important de revenir sur cette notion d'agriculture familiale parce que ça a été on va dire, un concept extrêmement prégnant et qui a nourri, en tout cas sur lequel s'est appuyé tout ce qu'on a appelé en France la période de modernisation agricole qui a permis le passage de ce qu'on appelait la paysannerie aux agriculteurs. Ce que je voudrais dire, c'est que cette idée d'agriculture familiale, elle n'est pas simplement propre à la France, c'est une question extrêmement
ancienne, qui a été abordée abondamment, on va dire, par la littérature, et qui s'est particulièrement intéressée sur la question de, on va dire, l'arrivée du capitalisme dans l'agriculture familiale, avec tous les effets que ça pouvait avoir sur son mode de fonctionnement. Donc moi, l'idée que, pour répondre à vos questions, ce que je voudrais faire, c'est donc partir de quelques constats à partir de cette agriculture familiale, qu'est-ce qu'elle représente un petit peu dans le monde, et puis effectivement aller sur les questions de l'agriculture en France et de son avenir en termes de formes d'organisation sociale et économique, sachant que je ne suis pas économiste, bien sûr, et que je ne vais pas donc rentrer dans des évaluations d'efficacité économique, mais bien plus de formes sociales qu'on peut aujourd'hui observer sur tout le territoire. Alors d'abord, pour un constat de départ par rapport à cette agriculture familiale, c'est qu'encore en 2014, vous voyez, c'est pas très loin, les Nations Unies insistaient vraiment de façon importante à l'échelle mondiale sur la prédominance des petites et des moyennes exploitations familiales à l'échelle mondiale. Et on peut dire de cette façon que le modèle familial a été vraiment consacré de façon assez généralement en milieu agricole par les politiques du XXe siècle. Mais c'est quelque chose qui, pour le XXIe siècle, donc quelque chose dont on prend conscience assez récemment, qui ne semble plus aller de soi. Et là, je peux vous renvoyer aux travaux. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de citer ou pas des auteurs, mais c'est évident que je ne peux pas répondre toute seule à ces questions. Et là, je peux vous renvoyer aux travaux de Purseigle, justement, et de ses collègues, de François Purseigle et de ses collègues, qui va montrer que de façon très progressive et assez invisible quand même, peu visible, émerge à côté de cette agriculture familiale ce qu'on a appelé une agriculture de firme dans le paysage agraire. C'est un terme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agriculture de firme ? C'est un terme qui a été repris justement pour qualifier ces nouvelles formes d'organisation sociale et économique de l'agriculture et qui tendent à se rapprocher des secteurs économiques plus traditionnels, on va dire, dans leur organisation. Voilà. Au début du XXIe siècle, on va dire que l'agriculture a subi de façon générale un certain nombre de dérégulations et on est face à un paysage agricole qui on va dire, relativement déstabilisé par rapport aux dernières décennies, en particulier le XXe siècle, avec ce que vous avez annoncé tout à l'heure, la mondialisation de l'agriculture, peut-être un élément aussi important qui a participé à la restructuration des agricultures à l'échelle mondiale, ça a été la crise de 2007 et de 2008 qui a abouti à une crise alimentaire importante, avec donc et puis financiarisation de l'agriculture, effectivement, avec une progressive disparition. On est loin encore de la disparition totale, mais en tout cas une érosion de ce qu'on pourrait appeler les formes traditionnelles de l'agriculture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est face à une très grande diversité de situations à travers le monde et à l'intérieur de chaque pays. On n'a absolument pas quelque chose d'homogène par rapport à l'agriculture. Les enjeux de productivité et les enjeux de compétitivité sont évidemment toujours là, même de plus en plus là, face à la dérégulation du secteur, en tout cas en France, et ça reste les principaux moteurs de développement de l'agriculture. Mais à côté de ça, ce qu'on peut dire, c'est que cette diversité de situations, elle a été aussi accentuée par la remise en cause du modèle agricole productiviste classique, on va dire, et la crise alimentaire de 2007-2008 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont alimenter énormément les débats sur la construction de la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale et à différentes échelles. En effet, l'agriculture productiviste, dans son développement, a été adossée à une agriculture qu'on pourrait, on va dire, à l'industrie agroalimentaire, à l'industrie alimentaire, ce qui a eu pour effet, d'un point de vue on va dire, des politiques sectorielles, de dissocier complètement ce qui était, d'un côté, la production agricole et d'autre côté, l'alimentation. On est dans deux sphères, on va dire, économiques qui sont complètement séparées, en tout cas pour ce qui est de la vision du consommateur. Donc, l'enjeu ne va plus être tant pour certains, après ces remises en cause et ces critiques, d'assurer la quantité qu'il faut et la qualité pour garantir la sécurité alimentaire, mais bien plus travailler sur la question de l'accès à l'approvisionnement et de la sécurité des approvisionnements. Donc, on arrive vers des questions de sécurité alimentaire, mais aussi des questions
de ce qu'on va appeler souveraineté alimentaire, qu'on voit d'ailleurs déjà, dont on commence à parler en ce moment, eu égard à la crise de l'Ukraine, par exemple, avec les prix agricoles qui s'envolent, etc., etc. Richard Verly. Oui, vous évoquez au fond le visage mondial de l'agriculture ou les grandes tendances mondiales qui façonnent l'agriculture. Si vous regardez de plus près l'Europe et l'agriculture française, est-ce que vous diriez que sur toutes ces années, c'est-à-dire en gros sur le demi-siècle écoulé, l'agriculture française a fait de la résistance, qu'elle continue d'en faire, ou est-ce que finalement elle s'est pliée au modèle mondial et globalisé ? Florence Pinton. Alors moi, je dirais que l'agriculture française a résisté de façon assez importante. Et ça va nous amener à une situation très particulière qu'on aura certainement la possibilité de décrire tout à l'heure. Peut-être pour expliquer cette résistance, il faut très rapidement replacer quelques éléments historiques sur cette question, en particulier la question de les impacts de la modernisation agricole à la française. Et je vais vous donner quelques éléments sur ces questions-là. Je dirais qu'il y a aussi deux sources d'informations qui sont importantes aujourd'hui et dans lesquelles je suis allée puiser un petit peu pour vous donner un certain nombre d'avis, qui ne couvrent pas tout, évidemment, mais qui sont d'une part le recensement agricole, ce qu'on appelle le RGA, qui s'effectue en France tous les 10 ans et qui est donc sorti l'année dernière. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, on vivait sur les données de 2010, d'un point de vue des statistiques agricoles. Et d'autre part, vous avez le travail qui a été fait, que je trouve un excellent travail par le Conseil économique, social et de l'environnement, le CESE, le CESE, dans sa section agriculture et pêche et alimentation, qui reprend toutes ces données, qui les discute et qui, par rapport au panorama qu'il donne, lui, on peut être d'accord ou pas d'accord, en tout cas, il donne un panorama et un avis sur l'évolution et l'avenir de l'agriculture française, avec éventuellement, compte tenu des choix de société qui vont être derrière, puisque c'est pas simplement des choix techniques, économiques, etc. Il y a des choix sociaux importants qui sont derrière. Donc, compte tenu des choix de société qui sont derrière, il donne un certain nombre de préconisations qui sont des avis qui seront discutés, repris ou pas par les décideurs. Voilà. Donc, je peux revenir un petit peu là-dessus en insistant aussi sur le fait que les statistiques agricoles françaises peuvent être largement questionnées aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'un point de vue de l'agriculture, ces statistiques agricoles françaises, d'un point de vue de leurs indicateurs, on va dire, finalement des formes qu'elles veulent rendre visibles, de ce qu'elles veulent rendre visible, ne sont pas forcément tout à fait armées, équipées, en tout cas, pour saisir de façon pertinente toutes les évolutions en cours de l'agriculture. En quelque sorte, elles ont été construites au départ pour saisir effectivement le référentiel français qui était l'agriculture familiale, qui s'est mis en place au moment de la qui a été un choix pris par les décideurs politiques en termes de forme d'organisation sociale et économique de la production. Mais du coup, cette statistique agricole, elle n'est pas toujours en mesure de saisir ces mouvements, ces innovations. Et de fait, je ne pourrais absolument pas vous donner des chiffres précis sur ce qu'on pourrait appeler les agricultures alternatives, l'agriculture de firme, etc., parce qu'on ne les saisit pas par cette entrée-là, d'un point de vue des statistiques. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que donc les statistiques sont formatées un petit peu par cette dimension de l'agriculture familiale. Les syndicats agricoles la revendiquent, dès lors qu'ils mettent en avant leurs revendications, ils s'appuient souvent sur le modèle de l'exploitation, ils renvoient au modèle de l'exploitation familiale. Même les politiques publiques, d'ailleurs, sont construites à l'échelle du ministère de l'Agriculture. Même si c'est en train d'évoluer un petit peu, elles sont construites sur ce référentiel qu'est l'exploitation familiale, le modèle de l'exploitation familiale à la française, qui a été mise en place au moment de la modernisation agricole, lequel je peux revenir plus longtemps si vous voulez. David Jay. Si on regarde l'histoire de l'agriculture française sur ces 150 dernières années, on a l'impression d'une série de modernisations contrariées. Je m'explique, c'est-à-dire des modernisations qui prennent la forme d'un compromis avec les forces productives, en particulier la paysannerie. La première de ces modernisations, c'est celle que décrit très bien l'historien américain Eugène Weber dans son livre Cathédrale, qui s'appelle « La fin des terroirs ». La deuxième de ces modernisations, c'est celle que décrit Henri Mandras
dans La Faim des paysans, et j'imagine qu'il avait en tête le livre de Weber. Et on voit qu'à chaque fois, il y a une sorte de compromis sociopolitique qui s'établit entre l'État et les paysans. Sous la Troisième République, c'est très clair, avec les tarifs Méline, avec la volonté de ne pas trop favoriser l'industrie, de ne pas trop perturber en quelque sorte l'équation économique classique de l'agriculture, qui reste très largement familiale, vivrière. Sous la 4e et la 5e République, on a effectivement le remembrement, on a le recours au crédit, on a l'achat de machines, en particulier moissonneuses, batteuses, tracteurs, avec les crédits Marshall, etc. Mais effectivement, on reste quand même dans ce modèle familial. Quel serait, selon vous, le projet pour l'agriculture aujourd'hui, compte tenu de ce qu'ont été ces deux vagues de modernisation ? Parce qu'on a un peu l'impression de la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'il faut à la fois une agriculture qui soit décarbonée, moins émettrice de gaz à effet de serre, en particulier l'élevage. Il faut une agriculture qui soit plus respectueuse des écosystèmes. Il faut une agriculture qui en même temps continue d'être performante en nourrissant les Français et en étant performante à l'export. Et il faut assurer, si j'ose dire, un revenu décent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le salaire médian d'un agriculteur, je crois que c'est 960 €, quelque chose comme ça, par mois. Et on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans une espèce de spirale de malheur quand on discute avec des agriculteurs. C'est-à-dire qu'à la fois, ils se sentent invectivés par le monde écologiste qui considère qu'ils sont devenus les ennemis de la planète alors qu'ils se sont toujours vécus comme les serviteurs de la Terre, en quelque sorte. Ils n'ont pas de modèle économique vraiment fonctionnel. Ils ont une agriculture qui est de moins en moins performante à l'export. La note du commissariat au plan l'a montré que les parts de marché de la France étaient passées de 8 à 4% à peu près. Donc, quel serait en quelque sorte le compromis sociopolitique qu'il faudrait dessiner avec l'agriculture au XXIe siècle en France ? Florence Pinton. Votre question n'est quand même pas très facile parce que effectivement, elle brasse énormément de choses. Alors, j'essaye de réfléchir à la façon dont je peux la prendre pour pas me perdre dans toutes les explications que cela mériterait, hein, qui sont extrêmement nombreuses. Je voudrais peut-être, comme vous avez parlé des agriculteurs mal aimés, d'abord dire une chose, c'est qu'effectivement, la modernisation agricole a permis, vous avez parlé d'histoire, hein, ce passage de la paysannerie. La France était un pays paysan, en quelque sorte, hein, avec donc aujourd'hui encore un imaginaire social très attaché, qui renvoie à cette paysannerie. Et puis, d'autre part, cette modernisation agricole, elle a permis de construire, en professionnalisant cette paysannerie, avec des exclus importants. Cette modernisation agricole, ça a été quelque chose d'assez douloureux aussi pour la classe paysanne. Cette modernisation agricole, l'État a mis des moyens absolument gigantesques, hein, pour la conduire. On a tout un appareil de développement agricole qui s'est mis en place, qui est encore présent aujourd'hui, que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit pour accompagner cette transformation. En tout cas, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que a émergé ce qu'on pourrait appeler un groupe professionnel agricole, les agriculteurs, l'agriculteur professionnel, qui est vraiment, je dirais, un héritage de tout ce processus de modernisation agricole. Et quand on parle aujourd'hui d'agriculture, le plus souvent, le discours est porté par ces organisations professionnelles, par les professionnels agricoles, qui, effectivement, sont dans des situations difficiles telles que vous les avez décrites. Je disais ça pour vous faire part d'un phénomène que je crois qu'on a connu dans certains pays, mais qui a été très fort ces dernières années en France, c'est ce qu'on a appelé l'agribashing. Et cet agribashing, ça interpelle quand même. Hein, je rappelle très rapidement que c'est un néologisme qui a été repris par la Fédération nationale par la FNSEA, le syndicat majoritaire en France, pour désigner finalement les actes de violence qui étaient exercés par la société civile dans son ensemble contre l'agriculture. Donc, l'agribashing, c'est une expression du rejet, en quelque sorte, des modèles agricoles les plus classiques, en tout cas de ce qu'on va appeler l'agriculture conventionnelle, par toute une partie de la société, des citoyens, qui ont de nouvelles exigences et demandes, attentes sociales qui sont liées effectivement aux questions environnementales, de qualité, de bien-être animal, de changement climatique, de souveraineté alimentaire, etc., etc. Donc tout cet ensemble de choses
évidemment, éprouvent fortement ce noyau, ce groupe professionnel agricole, en tout cas ces héritiers de la modernisation agricole, qui sont en situation, qui sont quasi contraints d'une certaine façon, à la fois à justifier leurs pratiques et d'autre part aussi à tenter de transformer leurs pratiques agricoles. Et ça pose un certain nombre de problèmes, comme vous avez parlé pas mal, vous avez fait référence aux questions environnementales, climatiques, etc. En France, on a eu un changement important, je crois, en termes de politique publique avec la loi d'avenir de 2014 et qui a inscrit, je dirais, le modèle agroécologique comme le projet agricole de la France. Alors, un modèle agroécologique, c'est à nouveau, d'une certaine façon, on va dire une posture de rupture avec normalement, on peut imaginer, avec ce qui avait été la modernisation agricole, sauf que cette fois-ci, on ne va pas mettre les moyens financiers. L'appareil agricole classique va être un petit peu, peu équipé pour faire face à cette exigence de transition écologique qui s'impose dans le monde agricole. Et donc, l'agroécologie va à la fois apporter un certain nombre d'espoirs vis-à-vis de la société dans son ensemble qui attend, qui a des exigences vis-à-vis de la production alimentaire, mais d'autre part, elle va se heurter du côté de l'agriculture, on va dire professionnelle, à des difficultés en termes de changement de pratique et donc des résistances aussi en termes de changement de pratique. Donc cette dimension agroécologique, c'est aussi quelque chose de transversal qui est très très important pour comprendre les évolutions et les transformations de l'agriculture française et dans le monde d'ailleurs. Marc-Olivier Padis. Je voulais poursuivre sur cette question de la relation des Français à leurs agriculteurs. On a le sentiment aujourd'hui, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, que les agriculteurs sont mal aimés. Je crois qu'on a cité cette expression-là. Alors que pendant la période de modernisation dont vous avez parlé, vous avez dit que c'était une période douloureuse pour les agriculteurs, mais les agriculteurs français se sont emparés du projet de modernisation avec beaucoup de courage, beaucoup d'ambition et aussi beaucoup de fierté avec l'idée qu'ils allaient nourrir la population, garantir la souveraineté alimentaire, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a le sentiment que cette relation est faite plutôt d'incompréhension entre des Français qui sont de plus en plus des urbains, qui ont perdu une relation avec le terroir, et puis aussi des métiers qui se sont technicisés de façon extraordinaire. Par exemple, dans l'élevage, le travail des vétérinaires est très important, etc. Et donc, par rapport à une imagerie de la ferme traditionnelle, il y a un décalage très très fort de représentation. Et donc on voit, il y a cette incompréhension. Il y a ce que vous avez dit, c'est que ce modèle issu de la modernisation, il est aujourd'hui un peu dans une impasse. Les agriculteurs, comme l'a dit David, ne gagnent pas vraiment leur vie. Ils sont pas considérés. Il y a ces problèmes de la transition environnementale. Et donc on se demande, est-ce qu'un nouveau paradigme peut vraiment émerger autour de l'ambition de transition agricole? Et donc, je voulais vous interroger parce que vous avez un peu déjà indiqué le sujet tout à l'heure en disant que ce n'est pas évident de définir, disons, les nouvelles pratiques agricoles ou les pratiques alternatives. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi il semble difficile, pourtant, du point de vue des subventions, du point de vue des labels, par exemple, pour un consommateur comme nous, du point de vue des labels, voilà, il semble qu'il y ait des labels qui soient en place pour dire agriculture biologique ou raisonnée, etc. Donc pourquoi avez-vous indiqué tout à l'heure qu'il était difficile de caractériser ce qui pourrait être aujourd'hui une agriculture alternative? Florence Pinton. Oui, alors, je vais y revenir sur cette agriculture alternative, mais j'ai besoin de développer quelques dimensions avant de l'aborder directement. Peut-être revenir sur cette idée que la spécificité au départ du métier, on va dire, si le paysan était un métier, en tout cas de l'activité
agricole une spécificité qu'on pourrait considérer comme allant de soi, qui était qu'elle est intégrée ou qu'elle est elle est indissociable des processus biologiques. C'est-à-dire qu'on travaille avec le vivant. Donc c'est ce qui fait la spécificité, on va dire, de l'activité agricole, mais c'est un débat qui a eu lieu parmi les économistes en particulier pour considérer que non, ce n'est. Certains pensent que l'activité agricole est une activité comme les autres, on va dire. Donc ce n'est pas évidemment partagé par tout le monde. En tout cas, cette dimension de proximité avec les processus biologiques, de façon assez paradoxale, c'est quelque chose qui a été complètement ignoré par la modernisation agricole. C'est-à-dire que la modernisation agricole telle qu'elle s'est passée en France a eu pour principe de générer une certaine forme d'autonomie de l'activité agricole par rapport au processus naturel et par rapport, voire même au territoire dans lequel elle s'inscrivait. C'est ce qu'on a appelé de façon assez courante, ce qu'on appelle une agriculture hors sol. Mais hors sol au sens où pas de lien direct avec son territoire ou avec les éléments. Donc c'est une forme une idée d'émancipation de l'agriculture par rapport à un certain nombre de contraintes naturelles qui ont longtemps pesé sur elle, qui a aussi porté ce projet de modernisation. Or, cette dimension, compte tenu de la crise écologique que l'on vit, du changement climatique que l'on vit, de la question de la qualité des aliments, avec derrière les labellisations, etc., qui se sont mis en place, c'est une dimension qui est revenue fortement dans le paysage, on va dire, dans le paysage agricole, à travers en particulier le projet agroécologique dans la loi d'avenir de 2014 dont je vous ai parlé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que avec cette agroécologie, les agriculteurs sont confrontés pour une deuxième fois, on va dire, à un changement de référentiel technique très important. La première fois, c'est pendant la modernisation agricole, avec un référentiel technique qui est vraiment celui, on va dire, de l'agrochimie, pour aller vite, donc des disciplines liées au progrès de la chimie, l'innovation, la génétique, etc., etc. Maintenant, on est par rapport à un référentiel technique qui doit intégrer l'écologie, ce qui était quelque chose de complètement absent du référentiel précédent, qui devient donc une ressource cognitive importante pour les agriculteurs qui cherchent à aller qui ont pour projet de transformer leurs pratiques agricoles. Donc on a l'idée de changement de pratique qui touche les agriculteurs, qui ont effectivement pendant 10, 20, 30, 40 ans considéré qui se sont, on va dire, qui ont suivi ce projet, une partie d'entre eux, parce que bien sûr, il y a eu des résistances, mais qui ont suivi ce projet de modernisation agricole en adoptant ces référentiels de productivité. Maintenant, on les renvoie à quelque chose qui doit intégrer la question de l'écologie. Et pour eux, et c'est des travaux de l'INRA qui ont montré ça, c'est que au départ, on peut dire que la voie principale pour aller dans ce sens-là, c'est d'aller vers une reconception totale des systèmes agricoles, avec en particulier une prise de risque importante pour les agriculteurs, puisqu'ils ils sont aussi intégrés ou associés au marché, aux filières, ils ne peuvent pas agir indépendamment de toutes ces dimensions-là. Donc, reconception des systèmes agricoles. Ça, c'est des choses qui ont beaucoup de mal à se mettre en place parce que les prises de risque sont très importantes pour cette grande majorité d'agriculteurs conventionnels. On les appelle conventionnels, mais on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans non plus, mais qui sont, on va dire, dans le produit de la modernisation agricole. Et puis, la deuxième solution, c'est de se dire, je ne peux pas prendre de tels risques pour changer mon système agricole, et par conséquent, on va aller vers un effort d'optimisation des systèmes actuels agricoles en y intégrant des dimensions écologiques qui n'étaient pas présentes auparavant et en s'appuyant bien sûr sur les nouvelles technologies telles que le numérique. C'est ce que moi j'appellerais une agroécologie faible et que d'autres vont appeler vont utiliser un terme assez péjoratif pour parler de verdissement de l'agriculture. Donc je ne sais pas si j'ai répondu là à votre question. En tout cas, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui a été décrite en introduction de cette conversation, dans une situation de crise importante. Et cette crise importante, elle se manifeste par effectivement des chiffres, c'est-à-dire que l'agriculture dans la modernisation agricole, dans sa conception, on devenait agriculteur parce qu'on était fils d'agriculteur.
Donc, c'était quelque chose qui se passait, on va dire, en famille. J'emploie le terme d'endogamie pour décrire un petit peu. Et ça a marché un certain nombre d'années jusqu'à ce que, progressivement, les candidats à la reprise des exploitations, en tout cas les enfants d'exploitants agricoles, compte tenu de l'image que leur envoyaient leurs parents, la difficulté du métier, les revenus difficiles, un certain nombre d'enfants n'ont plus envie de reprendre les exploitations de leurs parents. Donc, on a un vrai problème à la fois de cessation des activités agricoles avec le vieillissement de la population et puis derrière un problème de transmission, c'est-à-dire se poser la question qui va reprendre ces exploitations agricoles telle que la tradition l'avait mise en place jusqu'à maintenant. On est vraiment dans une situation où le métier, effectivement, n'est plus attractif et qui conduit donc à une espèce d'impasse. Le CESE insiste beaucoup là-dessus. Pour lui, les solutions viendraient d'un renouvellement des politiques publiques qui serait axé sur l'aide à la cessation d'activité pour les agriculteurs d'un côté et l'aide à la reprise et à la transmission pour ceux qui voudraient reprendre ces exploitations qui, quand ils ne sont pas du milieu agricole, représentent des capitaux absolument monstrueux. Petite question pour compléter la question de Marc-Olivier. Vous avez parlé de toutes les mesures nécessaires pour faciliter la cessation d'activité et la reprise d'activité. Vous avez aussi parlé des conditions matérielles qui sont celles de beaucoup d'agriculteurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'aménagement du territoire ? Je veux dire, est-ce que aujourd'hui, compte tenu des appétits en matière de loisirs ou en matière culturelle qui sont ceux des nouvelles générations, est-ce que l'absence ou la rareté ou la médiocrité des politiques d'aménagement du territoire dans ces secteurs-là n'est pas aussi une explication de la relative déshérence des transmissions intrafamiliales des exploitations agricoles ? Alors, quand vous dites cela, moi j'aurais tendance quand vous parlez d'aménagement du territoire, moi j'aurais tendance, avant de parler d'aménagement du territoire, mais ça rejoint un petit peu cette idée-là, de parler de la question de la régulation du foncier agricole en France. Et qui nous amène vers les histoires de zonage, qui nous amène vers les histoires de répartition de l'agriculture sur le territoire français. En parlant d'aménagement, moi j'ai en tête immédiatement un des enjeux que je considère comme le nerf de la guerre du devenir de l'agriculture de demain, qui est la question du foncier agricole et de l'accès à ce foncier agricole. Si aujourd'hui, autour je l'ai évoqué tout à l'heure, la crise du métier d'agriculteur, le fait qu'il y ait de moins en moins en gros, que deviennent ces exploitations qui sont libérées, en quelque sorte à l'échelle du territoire, puisqu'il y a pas mal d'agriculteurs qui s'en vont. Donc, de façon générale, on a tendance à dire que quand une exploitation se libère, en gros, on a 10% qui vont à l'artificialisation des terres, on a 40% qui vont à l'agrandissement, et puis on a 50% qui vont être le fait de nouveaux installés. C'est très grossier ce que je vous dis et ça mériterait certainement des précisions, mais en tout cas, on a c'est les chiffres avec lesquels on travaille aujourd'hui. Alors le constat, qu'est-ce qui se passe ? Que deviennent ces exploitations agricoles ? Que deviennent ces superficies, ces surfaces agricoles ? Et un constat qu'on peut faire, il y a deux constats. Un qui est plus propre, je dirais, au milieu agricole peut-être, et un qui rejoint ces questions d'aménagement des territoires, avec en particulier le rôle assez récent que les collectivités territoriales peuvent prendre d'un point de vue du développement de l'agriculture, qu'on appelle une agriculture de proximité sur leur territoire. Alors, le constat qui s'impose, c'est que ces terres agricoles, s'il y en a un certain nombre, s'il y a une quantité, je crois qu'il y a 60 000 hectares par an qui partent à l'urbanisation ou qui sont perdus par l'agriculture. Donc, en tout cas, ce reste de terres, ces terres qui se libèrent sont reprises. Et dans ces reprises agricoles, on peut considérer qu'il y a de nouveaux acteurs qui rentrent en scène, qui n'étaient pas du tout présents jusqu'à maintenant, avec d'un côté, qui vont reprendre ces terres agricoles, avec d'un côté ce qu'on pourrait appeler les investisseurs,
Donc moi, j'ai pas de chiffres, je peux vous donner aucun chiffre là-dessus, mais c'est les investisseurs, c'est ceux qui ont le capital économique nécessaire pour reprendre des grosses exploitations, pour racheter du foncier, et qui vont être à l'origine, eux, de nouvelles formes d'agriculture extrêmement innovantes qu'on connaît très mal. À l'échelle, enfin, dont on a peu de données, en tout cas à l'échelle française. On a des exemples, on a des illustrations, mais on n'a pas de véritables statistiques. C'est des formes encore peu visibles en France, qui ont été aussi relativement peu décrites, et qui reposent sur des organisations du rapport au travail complètement différentes. Et puis, ça, c'est le premier pôle, je dirais. Et ça va nous amener un petit peu aussi à ces agricultures. Est-ce que ça fait partie des agricultures alternatives ? Vous voyez, dans la mesure où c'est une alternative à autre chose. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi de nombreux candidats qui veulent reprendre les terres agricoles. Mais ils ont cette spécificité, ces candidats, en dehors des enfants d'agriculteurs qui vont reprendre et qui représentent, on a aussi des chiffres un peu grossiers. On considère que, par exemple, sur 100 reprises aujourd'hui, il y en a 60 ou 70 qui sont des enfants d'agriculteurs et puis 30 qui sont ce qu'on appelle des hors-cadres familiaux, ou voire même un nouveau sigle que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle les NIMA, qui sont non issus du monde agricole du tout, parce que les hors-cadres familiaux peuvent être des descendants d'agriculteurs sur 2 générations, etc., etc. Donc, des candidats qui ne sont pas issus, en fait, qui ne sont pas porteurs du modèle agricole conventionnels, en quelque sorte, qui ont des profils extrêmement différents, des niveaux d'études aussi relativement supérieurs, qui sont pour une partie d'entre eux en reconversion professionnelle, qui sont souvent issus du milieu urbain. Alors, c'est pas la totalité, encore une fois, mais ces candidats-là, en tout cas, ils vont changer, on va dire, le profil des exploitations, c'est souvent des petites exploitations agricoles, des exploitations agricoles qui se maintiennent aujourd'hui et qui reprennent une certaine vitalité eu égard aux nouvelles demandes sociales qui sont en place, le bio, l'agroécologie, l'agriculture de proximité, etc., etc. David Jayes. Je reviens sur la question du projet national et de l'agriculture, parce que c'est très important, on ne l'a pas encore évoqué. Depuis, Sully disait déjà, pas besoin de mine d'or péruvienne, la France a la culture et l'élevage. La monarchie administrative française a été longtemps puissante, peuplée, parce que ce pays était bien nourri par une agriculture forte. J'ai parlé tout à l'heure de la Troisième République, on a parlé de la modernisation. À chaque fois, on voit que l'agriculture était au cœur du projet national, d'une manière ou d'une autre, et qu'un compromis sociopolitique se nouait. Dans les tendances que vous décrivez à l'instant, on voit qu'il y a d'un côté, même si ce n'est pas encore documenté avec la plus grande précision, une tendance à l'hyperconcentration capitalistique, à la spéculation foncière, parce que c'est des actifs qui vont retrouver beaucoup de valeur. Et on voit que Bill Gates est le premier investisseur foncier aux États-Unis, par exemple. On voit que Xavier Niel, en France, s'intéresse énormément à l'agriculture. Alain Tranois, l'économiste, vient de publier un livre très intéressant sur le retour de la terre dans les patrimoines. La forêt fait l'objet d'intenses spéculations. Donc on voit qu'il y a cette tendance-là à la maximisation et qui fait bon ménage avec le capitalisme financier. De l'autre côté, on a la très grande mode de la permaculture, de ce fantasme parfois d'une agriculture vivrière, autosuffisante, autosubsistance, le culte du petit, avec des projets qui parfois sont des projets très sérieux et qui parfois sont des projets avortés. Mais ce qui manque dans tout ça, j'ai l'impression, c'est quand même un effort de cadrage national. Et c'est pour ça que Philippe a raison de parler d'aménagement du territoire. Parce que au moment de la modernisation, l'idée, c'était quand même de pouvoir nourrir, d'assurer l'indépendance alimentaire de la France, d'assurer sa performance à l'export, d'assurer la diversité des cultures, avec cette représentation d'ailleurs de l'espace un peu en damier sur le modèle de la firme taylorienne, avec une spécialisation du travail, une spécialisation des cultures. Vous parliez tout à l'heure de reconception des systèmes agricoles. Je ne vois pas aujourd'hui dans le débat public une vraie réflexion sur cet effort de cadrage national et de remise de l'agriculture au cœur de notre contrat social, alors même que je suis persuadé qu'avec les transitions que nous traversons, à la fois énergétiques et agricoles, ça doit être le cœur d'un projet français pour le XXIe siècle. Florence Pinton.
Alors, je vais vous répondre quelque chose, mais peut-être que je me trompe. Donc, je me trompe d'un point de vue. C'est un risque que nous courons C'est fréquemment un ici, risque. donc bienvenue au club. C'est un risque que nous courons. Je ne voudrais pas avoir, je veux dire, un certain nombre de collègues vous voyez, qui grimpent au plafond par rapport à ce que je vais pouvoir dire. Donc, c'est à la fois pas une, enfin, c'est à la fois le fruit de mes observations sur ces questions-là, mais aussi un sentiment, quelque chose qui n'est pas complètement étayé. C'est pour ça que je dis que je peux me tromper. En tout cas, c'est ce que j'ai tendance à expliquer à mes étudiants quand je leur parle de l'agriculture française, c'est de dire que finalement, curieusement, la France manque aujourd'hui d'un projet agricole clair. Il n'y a pas de projet agricole clair. On est perdant en agriculture, on est un petit peu en régression par rapport aux chiffres économiques, que ce soit en termes d'exportation, de production. On importe de plus en plus d'aliments, donc on est vraiment dans une phase un petit peu de perte de vitesse par rapport à ce qu'a été l'agriculture comme fer de lance. Alors, c'est pour ça que je pense que ce que vous venez de dire, ce n'a pas été encore défini de façon très claire, mais en tout cas, ça dépendra effectivement de la volonté des gouvernements et des gouvernements à venir, et que selon les orientations politiques qu'on peut prendre, le projet agricole de demain peut être relativement différent. Mais ce que je crois, malgré tout, une fois que j'ai dit ça, c'est que on n'est plus face à un groupe social homogène. Les agriculteurs, tels qu'on a pu le connaître ces 50 dernières années, on n'a plus de modèle agricole dominant. L'exploitation agricole familiale de taille moyenne qui faisait la fierté, on dirait, du modèle agricole français est en voie, on va dire, d'affaiblissement de façon très importante, d'érosion aussi. Mais par contre, nous sommes confrontés, aujourd'hui c'est le cas, à une espèce de diversification à l'extrême des différents modèles agricoles qui accompagnent cette fragmentation de la profession agricole. Et on peut faire cette hypothèse, qui est peut-être une hypothèse un peu binounours, on va dire, c'est-à-dire, il y a une très grande diversité agricole, faisons l'hypothèse de la coexistence et la cohabitation de différents systèmes agricoles sur le même territoire. Donc, évidemment, vous allez me dire que ça peut être un petit peu naïf, qu'on a des rapports de force, du lobbying, des capacités économiques de faire ou pas basculer les choses. Mais en tout cas, pour le moment, c'est la seule chose que je me risquerais à dire. Richard Verly. Oui, quand on parle de l'agriculture, en France notamment, on touche à quelque chose de très fort dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire politique. C'est très important. On se souvient d'affiches électorales avec en arrière-plan des paysages extrêmement bucoliques, ruraux. Moi, j'aurais une question là-dessus, c'est-à-dire, est-ce qu'à votre avis, cet imaginaire agricole, il est toujours très présent, ou est-ce qu'il est en train, un peu comme la profession elle-même, de s'archipéliser, d'éclater, et au fond, tout le monde en France aujourd'hui n'a plus la même image de l'agriculteur, contrairement à ce qui pouvait être le cas il y a quelques décennies. J'ajoute, en quoi est-ce que l'image de l'agriculteur pâtit de l'image des chasseurs ? Florence Pinton. Alors, ce que vous venez de dire, moi je pense que je suis d'une génération qui a vécu avec cet imaginaire paysan. Je ne suis pas sûre que nos enfants le perçoivent de la même façon. Il y a vraiment une rupture générationnelle importante entre... Quel que soit l'endroit où vous habitez en France, ou est-ce que c'est spécifique pour les jeunes générations urbaines ? Non, moi je pense que ça touche aussi les générations les jeunes générations rurales. L'expérience que je peux avoir en Bourgogne, en tout cas, me le montre, où il y a... C'est vrai, à la fois un attachement à l'activité agricole. Il faut un territoire rural qui vit pour, je pense, c'est admis par pas mal de jeunes. Un territoire rural qui vit, c'est un territoire qui a des activités agricoles, qui produit son alimentation. On parle de plus en plus d'agriculture territorialisée, la question de la reterritorialisation. Donc ça peut être aussi une source pour le monde rural de recréation d'emplois, d'activités économiques, de dynamisme, etc., etc. Et donc, on voit en zone rurale
mais aussi portée par on va dire la société urbaine, effectivement, on voit des tas d'efforts incroyables, une profusion d'innovations en termes de collaboration, partenariat, pour essayer de redonner corps à la fois une agriculture, encore une fois, de proximité, dans ce que je vois, mais aussi une capacité de résilience alimentaire, on va dire, on emploie ce terme-là beaucoup, c'est-à-dire de sécuriser la durabilité de l'accès à l'alimentation. Et je dirais que parmi ces formes nouvelles se développent parce que aussi les enfants d'agriculteurs un petit peu alternatifs, on va dire, sont inquiets de voir que dans 10 ans ou 15 ans, toutes les exploitations vont se vider, qu'il n'y aura personne pour les reprendre derrière, qu'eux-mêmes n'en ont pas forcément envie. Et que donc, il y a vraiment ce projet de réinventer de façon transversale et non plus sectorielle l'agriculture de demain, en la rapprochant évidemment de son pôle qui est celui de l'accès à l'alimentation et de l'alimentation de qualité. Donc, oui, changement générationnel. Non, l'imaginaire qu'on avait, c'est plus tout à fait le même. Je crois qu'il a quand même basculé vers autre chose. Mais ce qui en a pris le relais, c'est peut-être la question... ce sont peut-être les questions environnementales, justement, la question des paysages, la question... énormément de questions transversales, encore une fois, cette fois-ci, qui ne sont plus sectorielles, et donc qui s'inscrivent différemment dans les territoires. David Chase ? Oui, alors moi je ne suis pas persuadé que la jeune génération soit en délicatesse avec l'agriculture. Je pense qu'il y a plutôt une image romantique de l'agriculture. Il y a un film dont parlait le sociologue Le Goff, qui est Paul dans sa vie. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est sur un paysan du Cotentin qui a obstinément refusé la modernisation, parce que vous parliez tout à l'heure de groupe social homogène. C'est pas tout à mon avis. Il y a tous les exclus. Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui, et comme c'est des gens qui sont pas très vocaux et pas très médiatiques, qui n'ont pas accès aux moyens, on les a moins entendus que d'autres groupes comme les artisans ou les commerçants de Poujade à Gingembre, par exemple. Et le cinéma a récemment traité du monde agricole d'une manière qui ressemble plus à cette image de l'exploitation familiale, le petit paysan, ou bien le film sur les vétérinaires qui s'appelait Les Vétos, je crois. Où là, le monde paysan est au contraire glorifié, si je peux dire. Enfin, glorifié, peut-être un peu excessif, mais donc positivement représenté. Il y a une sorte d'extase aujourd'hui vis-à-vis de la ruralité, soit comme une espèce de pays de cocagne fait d'écotourisme et de chambres d'hôtes dans lequel on va se recréer, soit justement une exaltation de la petite paysannerie parcellaire d'avant la modernisation, sur fond de mode permaculture et autres. Mais c'est souvent le fait de gens qui ne savent pas ce que c'est que la production et les savoir-faire techniques qui doivent être mis en jeu pour obtenir cette production. Et moi, j'ai beaucoup d'expériences d'amis qui vont tenter justement de se reconvertir dans la permaculture et qui, au bout de 6 mois, renoncent parce qu'ils se rendent compte que c'est du travail 7 jours sur 7, c'est des journées de 12 à 14 heures et que ça nécessite une quantité de savoir-faire technique qui est absolument astronomique. Et je pense que si on veut reconstruire un contrat entre ce pays et la ruralité, il faut qu'on puisse enseigner d'une manière ou d'une autre ce que c'est que la production agricole et les savoirs qu'elle met en jeu, parce qu'aujourd'hui, on est, à mon avis, non pas tant dans un désamour que dans une représentation de carte postale. Marc-Olivier Padis ? Oui, j'aurais posé une question qui décale un peu le regard, parce qu'on a beaucoup parlé des exploitations agricoles. Et moi, ce qui me frappe quand j'essaye de comprendre les enjeux du monde agricole, c'est que les agriculteurs, vous avez cité le mot tout à l'heure, sont pris dans des filières. Il y a un amont et un aval de leur travail. En amont, il y a les sociétés qui leur vendent le matériel agricole et des machines qui sont parfois très très coûteuses, qui nécessitent des emprunts, plus tous les intrants, les engrais, etc. Et puis il y a à l'aval les collecteurs, les transformateurs, les distributeurs qui ont en réalité la main sur les prix, sur la fixation des prix. Et moi je suis toujours étonné, c'est qu'on parle très très peu de l'ensemble de cette chaîne, et même les agriculteurs en parlent très peu en fait. Quand on leur dit mais le prix que le consommateur paye dans le magasin pour une pomme, par exemple. Ils ne sont pas tout à fait capables de dire, mais il me semble que ce n'est pas plus de 10% qui revient à l'agriculteur. Donc quand on dit le consommateur veut des produits accessibles,
Et par exemple, c'est un des débats sur le bio, on dit que c'est trop cher. Mais la pomme bio, ce que vous payez, il n'y a que 10% qui va au producteur. Donc, ce n'est pas à lui de faire l'effort. Le problème, c'est l'amont et l'aval. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ensemble de cette filière ? Florence Pinton. Oui. Je vais vous répondre, mais on reprendra la discussion un autre jour parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez mis en avant sur cette idée de repaysanisation, en fait, avec le retour à la permaculture, le maraîchage et tout ce genre de choses, et la question des savoirs et des savoir-faire qu'il y a derrière. Mais je vais essayer de répondre sur cette question des filières qui n'est pas je dirais, dans mon champ de recherche, si ce n'est dans le cadre, effectivement, des systèmes alternatifs, c'est-à-dire des systèmes qui vont essayer de repenser l'inscription de l'agriculture dans des filières et leur rapport, justement, à l'alimentation et aux consommateurs. Alors, évidemment, et c'est le fait des petites exploitations agricoles, mais aussi des grosses exploitations innovantes, des firmes. On va pouvoir observer, par exemple, la mise en place de nouveaux circuits de commercialisation qui n'étaient pas présents. Et je pense que vous aviez en tête, effectivement, tous ces mouvements autour des circuits courts, par exemple, pour essayer d'échapper justement pour retravailler cette question de chaîne des valeurs, comme le disent les économistes, et récupérer un petit peu de plus-value. On a cette notion de circuit court. Dans sa formule, je dirais, la plus militante et la plus engagée, c'est évidemment les AMAP et tout ce genre de choses. Mais il y a une multitude d'autres formes de commercialisation. Quand vous vous promenez dans Paris, ça saute aux yeux le nombre de magasins de producteurs qui se mettent en place et qui cherchent donc à... Les agriculteurs sont pas des commerçants, mais ils s'organisent effectivement pour pouvoir sortir en fait de ces filières qu'on appelle conventionnelles, longues, etc., qui sont bien sûr toujours très présentes. Je veux pas mais en tout cas, on observe des tentatives de construction de nouvelles filières plus courtes, où l'agriculteur effectivement est d'un côté mieux rémunéré par son travail, et le consommateur, sans payer forcément plus cher. Je crois que les AMAP, c'est pas des prix supérieurs. Les AMAP, il faut que vous nous rappeliez ce que veut dire ce sigle, cet acronyme. Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Voilà. Et en fait, c'est une mise en direct des agriculteurs et des producteurs qui a cette particularité. Cette particularité, c'est que les consommateurs, on l'appelle les consommateurs, s'engagent tous les mois à acheter, quoi qu'il arrive, tel volume de production, en quelque sorte, quel que soit le type de production. On est dans quelque chose qui est très saisonnier, et le producteur est garanti que le panier qui va le remettre chaque semaine au consommateur sera payé, et quels que soient les aléas, les ceci, les cela. Donc c'est une forme de contractualisation en fait assez nouvelle, mais qui reste encore quand même relativement marginal, mais qui a pris pas mal d'essor. Oui. Justement, sur le côté marginal, pour donner une idée, je discutais avec un maire d'une banlieue parisienne sur l'achat de nourriture issue de l'agriculture biologique pour les cantines scolaires de sa ville, et qui me disait qu'en région parisienne, il n'y a plus de produits disponibles en grande quantité pour fournir les cantines scolaires, parce que les AMAP parisiennes ont absorbé l'ensemble de la production bio de l'Île-de-France. Oui, il y a un problème de... Mais c'est pour ça qu'en même temps, on peut se dire donc qu'il y a un espace, à condition que on ait en place des outils qui permettent à un certain nombre de gens de s'installer, parce qu'il y a une grosse demande d'installation. Vous avez parlé tout à l'heure de ceux qui se cassent la figure, etc. N'empêche qu'il y a énormément d'envie de retour à la terre. Mais juste pour dissiper un malentendu éventuel, moi j'adore la permaculture, l'agriculture biologique, ça me passionne, mais ce qui m'inquiète en réalité, c'est plutôt que comme il n'y a aucun cadrage national, parce qu'il faut bien se fixer des objectifs de production, il faut bien nourrir les gens, c'est que chacun vienne réinventer la roue dans sa micro-parcelle, et qu'à la fin, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que si on passait tout en bio,
on n'aurait pas suffisamment de surface agricole disponible pour le faire en France. Et surtout, on n'aurait pas les rendements aujourd'hui à ISO, savoir-faire technique, etc., pour nourrir les gens. Donc, en tout cas, je serais curieux d'avoir votre réponse là-dessus. Moi, ce que je déplore, c'est plutôt le manque de cadrage national, en réalité. Alors très rapidement, peut-être un mot, c'est que vous devez le savoir, en tout cas, un professionnel agricole en France qui est reconnu en tant que tel, on l'appelle un actif agricole. Et que cette notion d'actif agricole, c'est lié finalement au fait que la personne en question soit capable de répondre à un certain nombre de normes, de projets, de revenus, de ceci, de cela. Cet actif, dans ces demandes de retour à la terre, vous avez énormément de jeunes qui aimeraient retourner à la terre, la permaculture, qui vont ou pas se planter et qui souvent ne peuvent pas avoir accès à ces aides aux jeunes agriculteurs qui ont été mises en place en France dans les années 70 et qui donc vont conduire à leur exclusion. Peut-être qu'on pourrait redéfinir aujourd'hui encore, même si la définition a été élargie en 2014, je crois, effectivement, peut-être qu'on pourrait redéfinir ce qu'on entend par actif agricole pour qu'il puisse bénéficier le projet qu'il doit mettre en avant et qu'il puisse bénéficier des aides de l'État, des politiques publiques pour développer son activité. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire en sorte que les choses se rencontrent, quoi, et qu'il y ait d'un côté de l'offre et de la demande, qu'il y ait une plus grande similitude. Florence, maintenant, il reste beaucoup de sujets qu'on aurait voulu aborder. J'aurais aimé vous faire parler de la Bourgogne, qui est du Brésil, qui est votre autre terrain. Dans la Bourgogne, j'aurais aimé vous faire parler des terres viticoles et de leur prix et de la difficulté de la transmission de ces terres viticoles. Mais cependant, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous éclairer sur la situation de l'agriculture. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs dimanche prochain pour une nouvelle émission.